Bonjour, bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous Les Lectures Zindées. Zindé avec un Z comme Zorro, le justicier. Moi, ma tâche, c'est de rendre justice aux pépites de l'auto-édition. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur, le grand plaisir de recevoir Sandrine Barbier-Lombardi pour le premier tome de sa très belle saga historique, L'Ange des Sept Mers. Sandrine, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter à nous en quelques mots, quelques phrases et sur ton parcours d'écrivain, s'il te plaît? Alors, je suis Sandrine Lombardi. Avant d'être Sandrine Barbier-Lombardi, je vais revenir sur mon nom de plume. J'ai grandi en Auvergne, au cœur de la chaîne des Puys, au pied du Puy-de-Dôme, dans un petit village qui s'appelle Malauza, situé juste à côté de Volvic, la célèbre eau minérale. Voilà. J'ai grandi dans un écrin de verdure, voilà. Alors, je suis arrivée à Malauza en fait quand j'étais bébé, puisque j'ai grandi en famille d'accueil chez Monsieur et Madame Barbier, qui est toujours resté ma famille en fait. Et c'est parce que justement, je n'ai jamais pu avoir légalement ce nom de Barbier que j'ai considéré que pour leur rendre hommage, je devais le mettre en nom de plume, d'où le nom Barbier-Lombardi. Voilà. Quoi dire d'autre? J'ai commencé à écrire très jeune, en fait. Je suis venue à l'écriture dès le collège, quand on passe ce cap là de primaire, des lectures du primaire aux lectures du collège et puis au rédactionnel, qu'on nous demande un peu plus. Tout de suite, dès la sixième, ça m'a plu de faire des rédactions, de lire des passages des Misérables de Hugo, par exemple, de lire Saint-Exupéry, Le Petit Prince, toute cette littérature-là que je ne connaissais pas. J'étais encore très bébé, moi, avec mes contes de fées dans la chambre. La comtesse de Ségur, à la limite. La comtesse de Ségur. Notre génération a été biberonnée à la comtesse de Voilà, Ségur. la bibliothèque rose, un peu la bibliothèque verte parce que j'avais une grande sœur, mais voilà. Et là, on rentre dans le vif du sujet en sixième. En plus, j'étais dans un collège Sainte-Agnès à Volvic qui était très avant-gardiste, c'est-à-dire que la directrice du collège était professeure d'histoire, justement. Et elle était pour cette éducation, c'était les années 90, elle était pour cette éducation qui va vers voir les choses pour les comprendre et les apprendre. Donc, on faisait énormément de sorties scolaires. Les professeurs liaient leurs cours entre eux, c'est-à-dire que quand on parlait d'une période en histoire, eh ben, on parlait des auteurs de cette période en cours de français. Enfin, ça rendait vraiment les choses vivantes et je tiens à remercier Madame Séléac, qui était cette directrice de collège et qui était ma professeure d'histoire, qui m'a vraiment donné goût et à la littérature et à Et à l'histoire de l'histoire. France. Voilà. Entre autres, elle fait Voilà, partie voilà des... les petites graines, où est-ce qu'elles ont été semées, à quel C'est moment elles ont été exactement ça. semées. C'est exactement ça. Voilà, et puis donc, oui, ben, petite fille, 10, 11 ans, ben, je commençais à écrire. Je prenais mes pages de classeur et puis je commençais à écrire des aventures avec des dialogues, etc. Très vite, j'ai laissé tomber parce qu'il y avait les études à côté. Et puis, ben, je vais en venir justement à L'Ange des Sept Mers, qui est mon premier récit, vrai récit. Je devais avoir 22 ans à peu près. J'avais eu la chance d'aller avec des amis en Espagne en vacances à Rosas. Et puis, j'avais acheté ce petit carnet dans une boutique à Rosas là-bas. Et puis, je devais rentrer plus tôt, moi, parce que je reprenais le travail une semaine avant eux. Donc, du coup, ben, le train pour remonter à Clermont, j'avais du temps à tuer. J'ai ouvert mon petit carnet là, avec les fleurs jaunes, oranges. Et puis, j'avais encore la mer, l'horizon de la mer, les embruns, tu sais, dans la tête. Et voilà. Et puis, l'envie d'écrire est revenue. Je crois que c'était aussi une manière de prolonger les vacances, tout simplement. De L'écriture reculer. est un voyage et une évasion en soi, hein. Voilà, c'est ça, de reculer. J'étais 22 ans, je devais avoir, donc tu sais, t'es jeune à 22 ans, tu commences à travailler, de rentrer dans la vie active, d'avoir ton premier appartement et tout ça, et d'un seul coup, t'es propulsé adulte alors que tu as encore une âme d'enfant. Et je crois que j'avais besoin de retrouver justement tout cet imaginaire que j'ai depuis toute Mhm. petite à travers l'écriture. Donc là, oui, je crois que j'ai écrit ce qui était le plan des 2 premiers chapitres à peu près.
J'ai laissé ça de côté parce que j'ai repris mon boulot, etc. Et puis, quelques années se sont écoulées. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu ma première fille, ma deuxième fille. Je me suis arrêtée de travailler. Et puis là, 2008, c'est voilà, congé parental à la maison. J'ai dit, tiens, il doit y avoir quelque part ce Incarné à carnet, il faut que je le fleurs. retrouve. Et puis, j'avais commencé à écrire des choses là, sur l'informatique. Il faut que je retrouve le fichier dans le PC. Et puis, j'ai retrouvé le fichier dans le PC. Puis de là, bah, ça faisait quelques années que j'avais pas, voilà, donc d'autres idées ont émergé, le plan a commencé à se structurer. Et puis, j'en suis arrivée à la moitié du livre, mais sans grande conviction. Tu vois, je faisais ça pour moi plus qu'autre chose. De toute façon, je crois que tous les auteurs, on a ce besoin. Si on devient auteur, c'est pas par hasard, c'est vraiment un C'est un besoin de besoin. s'évader. Ouais. Voilà. On a la lecture, mais on a aussi on a un esprit tellement créatif, tellement imaginaire, que cet imaginaire-là, on a besoin de le structurer pour déjà se comprendre soi-même, comprendre d'où ça vient, voilà, tout simplement. Et puis 2008, donc j'arrive à la moitié, puis je referme mes fichiers. Je dis, bon, page blanche, tu vois. Et puis quelques années plus tard, là, 2019, j'ai réouvert le fichier et puis j'ai écrit toute la fin et ça c'est venu d'un seul coup. Et d'un seul coup, les personnages ont commencé à vraiment devenir vivants, à se dessiner dans ma tête. J'écrivais comme si je regardais un film en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé L'Ange des Sept Mers, mais je ne vais pas en parler tout de suite. J'aimerais d'abord, Sandrine, que tu nous présentes ton roman, ce premier tome. Alors, bah, c'est quoi l'Ange des Sept Mers? C'est peut-être avant tout un voyage dans le temps, en fait. Voilà, dès qu'on ouvre les premières pages, c'est comme la DeLorean, là, on prend la voiture, plouf, et puis on tombe au cœur du XVIIIe siècle, de ce siècle des Lumières, de cette conquête. Enfin, la conquête avait déjà été faite par Louis XIV au XVIIe siècle, mais sur ces colonies du Nouveau Monde, en fait, voilà. Elle nous fait voyager dans les Caraïbes, elle nous emmène à Saint-Domingue, cette histoire. Donc, on parle de ces terres du Nouveau Monde, on parle aussi des sujets de l'époque, hein, l'esclavage, la condition féminine. Que dire d'autre? Oui, c'est une romance en fait. Est-ce que tu peux nous faire le résumé du livre? Alors, le résumé, ou nous lire ta quatrième de couverture, par Je vais la lire, ce sera plus simple parce qu'il y aurait tellement de choses, je risque de trop en dire. Alors, France, printemps de l'an 1720. Le château de Carladès, demeure des comtes de Langeac, est assailli par une horde de mercenaires qui met le feu sur ordre du baron de Villadière. Seule rescapée de ce drame, Émilie, fille unique du comte de Langeac, alors âgée de 4 ans. Son oncle, le vicomte de Fontmarcy, la recueille dans son propre château, où Émilie grandit avec ses cousins sans se soucier de son passé. Lorsqu'elle fait ses débuts à Versailles, certains voient d'un fort mauvais œil l'arrivée de l'intrépide jeune fille à la cour de Louis XV. Confrontée à son destin, l'ardente comtesse s'échappe en prenant la mer, protégée par l'illustre Armand, comte de Montreux et capitaine de l'Atlas, navire de commerce du roi. Elle sera contrainte à l'exil dans les îles de Saint-Domingue, où une toute nouvelle vie commencera pour elle. Prochaine question, Sandrine. Es-tu curieuse de connaître mon avis de lecture sur ton livre? Ah bah bien sûr. Alors, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce livre, d'autant plus que pour un premier roman, je le trouve vraiment bien construit, bien amené. J'ai apprécié le style. Tout à l'heure, tu me disais, j'ai écrit toute la deuxième moitié du livre comme si je regardais un film. Et je trouvais que ça se ressent au niveau du rythme, au niveau de l'enchaînement des actions, au niveau de la présentation des scènes et des personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient bien construits, c'est-à-dire qu'ils sont, on est dans les codes de ton genre littéraire, mais on n'est pas dans des stéréotypes. Donc, ce sont des personnages qui sont humains. Ils ont leurs bons côtés, ils ont leurs gros défauts aussi. Il y a des fois où on a envie de les embrasser, puis il y a des fois où on a envie de les secouer et même de les claquer en disant « Mais es-tu stupide ou quoi ?» Donc, ça fait que tout ça rend les personnages vraiment vivants et attachants. On embarque avec eux et
ces personnages-là nous font vivre vraiment une aventure, ou plutôt des aventures. C'est ce que j'ai apprécié aussi dans ce roman, c'est que c'est un roman d'aventure. C'est une véritable épopée. On voyage en France, on voyage à travers la mer, on rencontre des corsaires, des pirates, des navires marchands. Effectivement, on plonge, sans jeu de mots, dans le milieu maritime des navires de commerce, des galions, de la piraterie, etc., puis des enjeux sur les territoires du Nouveau Monde. On découvre aussi ce Nouveau Monde. J'ai beaucoup aimé, justement, ce que j'ai ressenti dans ton livre, c'est qu'il y a eu une très très belle recherche documentaire sur l'époque, sur le temps, sur les habitudes, etc. Donc moi qui lis beaucoup de romans historiques, j'ai apprécié ça parce que ça tenait la route. Et un autre atout de ce roman, L'Ange des Sept Mers, c'est cette immersion dans les antichambres et les salons de Versailles, à l'époque d'un roi qui est assez méconnu finalement. Oui. On parle de son prédécesseur Louis XIV, on connaît bien son successeur Louis XVI, hein, dans la série des Louis je parle, mais Louis XV, on n'en sait pas grand-chose, et pourtant, il a eu un règne fort intéressant, et même, je dirais, un règne stratégique historiquement. Et là, dans ce roman, eh bien, justement, hop, on rentre à Versailles, à la cour du roi, et on le découvre pas tellement en tant que monarque, mais aussi en tant qu'homme. Et ça, c'était intéressant de voir le côté homme de ce roi de France. J'ai beaucoup apprécié aussi la qualité de tes descriptions, que ce soit la description des lieux, des ambiances, des personnages. Il y a vraiment les images qui nous viennent, les sensations, etc. J'ai notamment en tête lorsque Émilie de Langeac et puis Armand de Montreux arrivent pour la première fois à Saint-Domingue. Et cette scène, pour moi, est vraiment parlante parce qu'à travers la description du port de Jacmel, on découvre aussi l'opinion d'Émilie sur l'esclavage. C'est ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis, tu me permets, je vais lire l'extrait. Hein, ça va. Oui, oui. C'est un extrait que j'aime beaucoup en plus. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Ça ne va pas divulgacher l'intrigue, mais voilà, j'ai une petite page et demie. Donc, nous sommes au début du chapitre 10. On est déjà bien avancé dans l'intrigue, mais il va encore se passer plein d'autres choses. Et donc... Malgré sa petite taille en comparaison de celui de Bordeaux, le port de Jacmel était impressionnant. Quelques rares navires marchands faisaient halte dans ce village du bout du monde. L'embarcation d'Armand semblait bien minuscule à côté du gigantesque 3 mâts déjà amarré à l'unique quai. Quant au navire de Cazales, dans l'état où il se trouvait, il avait tout à envier à ce galion royal. Émilie retrouvait la civilisation. Elle se plaisait à regarder les enfants courir après les mouettes sur le quai. Elle aimait le brouhaha du port, son odeur d'iode mélangée à celle du poisson fraîchement pêché. Mais un détail la choquait particulièrement dans cette scène. Entre les enfants qui jouaient à gauche, les pêcheurs qui débarquaient et les vendeurs de Boostify à droite, son attention s'arrêta sur un déchargement de marchandises quelque peu pénible à observer. Le grand 3-mâts qui venait d'accoster avait beau être majestueux, ceux qui en sortaient n'avaient plus rien d'humain. On aurait dit un flot de cadavres déboulant de l'enfer. Des centaines de squelettes noirs avec pour tout habillement un linge maculé de crasse et de sang autour de la taille, surgirent du fond de la cale, guidés frénétiquement par des bêtes armées de fouets, à l'allure pourtant bien humaine. Voilà, ça fait partie des très belles descriptions que tu nous offres dans ce roman, et puis une description qui est porteuse de sens, oui, des messages aussi, et
tu l'as dit tout à l'heure en présentant ton livre, c'est un autre aspect que j'ai apprécié, c'est qu'on n'est pas juste dans la superficialité de la fiction. Il y a vraiment des propos forts, effectivement, l'esclavage, la condition féminine. Mais pour moi, j'ai retrouvé aussi des éléments sur l'amitié, sur les liens familiaux, Oui. sur la fidélité, la loyauté. Euh, et sur la résilience aussi, hein, parce qu'ils en vivent des épreuves, des coups durs, etc. Donc, un roman qui, à mes yeux, a beaucoup d'atouts et qui m'a donné beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette époque, de cette histoire et de ces personnages? En fait, tu sais, j'ai alors l'idée, elle est venue comme ça, je dis entre guillemets, mais elle était profondément ancrée en moi, je pense. Dès l'enfance, avec mes parents, j'ai baigné dans l'histoire de France, en fait. Dès que venait le printemps, les dimanches, fallait absolument sortir de la maison. C'était voilà cette génération-là où on n'était pas devant les écrans. On sortait en famille, on allait se promener et souvent on allait à la découverte des châteaux alentours. Et en Auvergne, Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Voilà, je me souviens même d'un château qui est très très connu, qui est le château de Chavagnac-Lafayette en Haute-Loire, qui est ni plus ni moins que le berceau du marquis général de Lafayette. Ça a été un moment de ma vie extraordinaire parce que quand tu visitais ce château à l'époque, maintenant c'est devenu un cénomusée. Je l'ai visité depuis en tant que cénomusée, il a perdu un peu d'âme. Mais quand tu allais là-bas, je devais avoir 14 ans. Ce qui est marrant, c'est que c'est à peu près l'âge où le couple de Lafayette s'est marié et c'était des gens qui étaient très, très amoureux, il faut le savoir. Souvent, on parle du général de Lafayette dans ses faits d'armes, mais on ne connaît pas le personnage dans sa vie intime, en fait. Et c'est ça qui me plaît dans l'histoire, c'est d'aller chercher justement ses vies intimes. Et puis là, tu rentres dans ce château, tu ressens toute l'âme d'un coup de cette famille de Lafayette, et puis tu arrives dans le salon. Et puis tu as tous ces objets qui sont sous verre, et d'un seul coup, tu arrives devant une page ouverte en deux, un exemplaire à peu près A3, une page de cahier, et là tu vois griffonné au crayon de papier un des 3 brouillons de la Déclaration des droits de l'homme. Oh, oui. Je crois que ça a été un des moments dans ce côté historique les plus importants de ma vie et le plus émouvant. Je te jure, j'avais 14 ans, j'étais pas bien grande, mais j'en ai eu la larme à l'œil de me retrouver face à cette déclaration des droits de l'homme. Et depuis cette époque, voilà, c'est le XVIIIe siècle. Pour moi, il est révélateur, c'est un tournant dans l'histoire de France et du monde. Et c'est un petit peu l'ancêtre de tout ce qui se passe actuellement dans le monde aussi. Oui. Voilà. Sandrine, quand j'ai lu L'Ange des Sept Mers, assez rapidement, au fil des pages, j'ai eu une image qui s'est imposée à moi. Ton livre m'a rappelé Angélique, marquise des anges. Alors, pas du tout la version, je dirais, édulcorée, réductrice et masculiniste de l'adaptation cinématographique, mais vraiment la version très féministe, une femme engagée, battante, résiliente, que l'on retrouve d'Angélique dans les livres. Parce que La Marquise des Anges, c'est avant tout des livres, et même si ce sont les films qui l'ont fait connaître. Et j'avais vraiment cette image-là de l'ambiance, de l'intrépidité, puis la faille de cette magnifique Angélique, Marquise des Anges. Alors, est-ce qu'il y a des romans ou des films qui t'ont nourri ou inspiré pour l'écriture de L'Ange des Sept Mers? Alors, tu parles d'Angélique, on m'a déjà fait la réflexion parmi mes auteurs, mais surtout, ils sont tous d'accord sur le fait que ça n'a rien à voir. L'histoire n'a rien à voir, elle ne se passe pas au même siècle, d'abord. Voilà. C'est peut-être le côté romancé, effectivement. Oui, c'est plus l'ambiance et le côté romancé, etc. Oui, mais effectivement, après, les personnages, les histoires... Et puis, faut dire le Rescator m'a bien...
le personnage du rescator dans Les Angéliques m'a effectivement bien plu étant jeune fille. Et voilà, ça transparaît, ça c'est évident. On a tous. Mais il n'y a pas que Angélique, je dirais. J'ai toujours aimé lire de la romance historique. Parmi les auteurs, il y a Fanny Deschamps. C'est un livre, La Bougainvillée, que j'ai lu étant adolescente. Il est magnifique, qui m'a inspirée. Enfin, qui voilà. Plus récemment, comment? Peut-être les scènes de Saint-Domingue, surtout dans Oui, la oui, oui, Bougainville. tu vois, voilà, les influences vont un petit peu partout. Il y a Winston Graham plus récemment que j'ai découvert avec. Alors, j'adore la littérature britannique. Hein, ça, c'est. Je trouve qu'ils ont un style d'écriture complètement différent du français, et je pense que ça transparaît quelque part dans ma manière d'écrire parce que j'ai lu beaucoup de littérature anglo-saxonne étant jeune fille. Donc, Winston Graham, c'est celui qui a écrit toute la saga des Paul Dark. Paul Dark est une série que j'ai regardée. Ah, c'est magnifique. C'est une série que j'ai regardée qui est sortie sur Netflix il y a environ 5 ou 6 ans, que j'ai accroché. Je connaissais pas cet auteur-là et tout de suite, j'ai acheté les premiers livres traduits en français puisque toute la saga Paul Dark n'est pas traduite encore, alors que c'est des romans qui datent. Hein, les premiers doivent avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Quels étaient les messages et puis pourquoi c'était important pour toi en tant qu'auteur de les intégrer dans ton intrigue de fiction? Mon premier message, je crois que c'est montrer que l'histoire, c'est pas qu'une suite d'événements, une suite de dates qu'on apprend dès l'école, en fait, dès les bancs de l'école. C'est le reflet de vraies vies passées, de vrais personnages de chair et de sang, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont existé. Et c'est effectivement quand on approfondit ça, quand on lit Castello et Decaux, pour les citer, comme je l'ai fait tout à l'heure, ce sont des historiens qui ont permis, de par leur écriture, alors de romancer aussi un petit peu leur vie, mais d'aller plus profondément chercher les faiblesses, la vie qu'ils ont vécue avant de devenir des souverains, par exemple. C'est là où je me suis rendu compte effectivement qu'on ne pouvait pas se permettre de regarder l'histoire juste d'un œil comme ça, une succession de dates. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est des gens qui ont vécu des choses, des décisions en haut lieu qui ont été prises parfois à cause de femmes aussi, voilà, à cause de l'entourage, et ça transparaît énormément dans ce XVIIIe siècle qui est pas si lointain que ça pour nous quand on remet ça dans un ordre chronologique, et voilà, c'est montrer que l'histoire, effectivement, on peut avoir un œil différent et à travers la fiction, vivre l'histoire, en fait, tout simplement. Qui dit roman historique dit recherche documentaire. On n'invente pas l'histoire de France ou l'histoire du monde. Exactement. Comment tu t'y prends justement pour tes recherches documentaires? Alors, pour commencer, j'utilise mes propres connaissances. Mais mes connaissances, elles sont limitées, donc faut approfondir les sujets. Comment j'approfondis? D'abord par mes lectures. J'ai lu la biographie de Louis XV, par exemple. J'ai lu d'autres biographies, d'autres auteurs d'ailleurs, comme Gonzague Saint-Brieuc, que je n'ai pas cité tout à l'heure. J'achète aussi des livres documentaires ou des revues d'histoire. Je recherche les sujets dans les archives de la BNF, notamment. Ça, c'est là une formidable... c'est un formidable outil qu'on a au XXIe siècle, c'est Internet. Alors, sachant que Internet, je mets un bémol, il faut savoir faire des recherches sur Internet. On ne peut pas se contenter d'aller sur Wikipédia et puis voilà. Et puis, en plus, c'est pas respectueux parce que derrière Wikipédia, il y a des gens qui ont fait justement des recherches pour condenser un résumé et il y a parfois des erreurs. Donc, j'ai toujours appris, en tout cas, d'analyser des documents en prenant minimum 3. Voilà, et de croiser les documents pour croiser les éléments fiables ou pas fiables. Alors, mon meilleur ami, pour commencer, je tiens à le préciser, c'est le dictionnaire Larousse. Voilà, c'est quand même le premier qui est fiable. Il suffit d'aller aux pages des noms propres et puis de retrouver succinctement, en tout cas, une biographie. Donc, ça permet de mettre sur la voie. Ensuite, il y a les visites des lieux.
J'ai revisité Versailles avant la sortie du tome 1, des châteaux de mon secteur. Pour les besoins du tome 2, je suis allée en Italie cet été, en Toscane. Je ne dis pas plus, mais enfin, j'ai partagé des choses sur ma page Facebook. Donc, tout le monde sait à peu près que j'étais à Une petite visite Grève-in-Chianti ancienne. et à Sienne. Voilà. Pour le reste des lieux, Google Maps est un formidable outil aussi pour s'imprégner des lieux, parce qu'effectivement, aller à Saint-Domingue, c'est pas dans mes moyens. Je peux pas prendre un billet d'avion comme ça, laisser ma famille et dire bye bye, je vais dans les îles, dans les Caraïbes, me dorer la pilule pour pouvoir faire de bonnes descriptions. Donc effectivement, quand on n'a que ces outils-là, des photos sur Internet, etc., on fait avec et on essaye d'en avoir le plus possible. Recherche documentaire, après il y a les documentaires TV historiques, Ouais. ils sont quand même des bonnes sources d'informations aussi, et puis je crois que j'ai fait le tour. Ah si, en fait, c'est marrant parce que quand j'écris, en fait, ça me l'a fait déjà pour le tome 1, ça me l'a encore plus fait pour le tome 2. Tu as la sensation en fait d'être guidé par tes personnages, c'est-à-dire que tu veux les amener à un endroit. Et puis eux, Et ils puis au t'emmènent à un final, tu as autre. comme une petite voix qui te souffle. Non, va là-bas, va là-bas. Puis là, tu te dis, bon, je vais là-bas. Et puis tu commences à faire des recherches et puis tu te dis, mais oui, c'est évident. Et puis là, tu te rends compte que tu ne suis pas ton plan, mais que c'est encore plus fascinant, quoi. Et voilà, ça m'amène à faire des recherches dont je me serais jamais doutée et à continuer cette saga encore et encore et encore. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, moi, ce sera pour mon grand plaisir. Puis j'ai hâte d'être au printemps prochain pour le tome 2. Pour celles et ceux qui veulent lire L'Ange des Sept Mers, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Alors, je l'ai sorti en auto-édition. Voilà, j'ai pas cherché à frapper aux maisons d'édition plus que ça. J'ai tenté l'auto-édition, m'étant bien renseignée. J'ai pas voulu m'étaler non plus parce que je prends le temps des choses. Après tout, j'écris pour moi et puis pour un lectorat, mais le lectorat, je vais pas à la pêche aux lecteurs. Je veux dire, voilà, ceux qui tombent dessus, qui s'applaient, tant mieux. J'aurais quelque chose à partager avec eux. Donc, je me suis pas étalée pour l'instant. Je suis juste sur Amazon pour des raisons pratiques, c'est-à-dire qu'ils font l'impression à la demande. Pour l'instant, en tout cas, c'est Amazon. Après, au printemps, c'est une maison d'édition qui prendra les 2 livres. Sandrine, je te remercie énormément pour cet entretien que j'ai trouvé passionnant. Et Merci, puis, et toi? à vous, lecteurs, lectrices, L'Ange des Sept Mers, c'est vraiment une de mes recommandations si vous aimez le genre romance historique. Un beau roman d'aventure, un beau roman d'amour avec de l'épopée et un beau roman historique. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des lectures indées dans 15 jours et je vous dis bonne lecture. Pour revenir à Louis XV, il faut savoir que cet enfant-là, toute sa famille a été décimée. C'était le seul survivant. C'est sa nourrice à l'époque fallait en vouloir pour tenir tête à Louis XIV, qui était le grand-père. Il restait que Louis XV, c'était le seul successeur au trône. Il fallait sauver cet enfant. Et c'est sa maman Ventadour, d'ailleurs il l'a appelée longtemps maman Ventadour, qui était sa gouvernante, sa nourrice, qui a tapé du poing sur la table et qui a dit à Louis XIV, il faut vite sortir cet enfant de sa famille, ils sont tous en train de mourir. Le médecin, il dit n'importe quoi, faut pas faire de saignée, surtout pas. Et elle lui a donné des remèdes de grand-mère, en fait, et elle a sauvé cet enfant qui avait 2 ans. Voilà, c'est un bébé. Et donc, il a connu qu'elle, finalement. On lui a dit qu'il était le futur roi, on lui a mis ça sur les épaules. Il faut savoir qu'il a vécu un drame, cet homme-là, dès tout petit. Et du coup, ça transparaît dans son règne, parce que c'est un homme qui faisait beaucoup de dépression et qui aimait beaucoup sa femme, Marie Lesinska. Quand il s'est marié, elle avait beau être plus vieille que lui.
il a tout de suite trouvé une amie chez elle. Elle lui a donné énormément d'enfants d'abord. Après, il a été voir des maîtresses parce qu'effectivement, sa femme, à force d'être enceinte tout le temps, voilà. Mais ce besoin d'assouvir, d'aller voir des maîtresses, c'était un manque d'estime en fait, un manque d'amour tout simplement. Il avait manqué de ça. Il a accédé au trône à 5 ans. Enfin, voilà, il n'y a pas plus pitoyable. Demander à regarder un enfant de 5 ans aujourd'hui, il dit ben voilà, maintenant t'es roi, tu dois même si tu as quelqu'un qui s'occupe de tes affaires, tu dois observer l'étiquette, etc. Psychologiquement pour un gosse, c'est abominable, voilà.